Bonjour à toutes et à tous et merci d'être parmi nous pour cette session où on va vous présenter comment vous allez pouvoir exploiter le dernier scaler de Kubernetes Carpenter pour améliorer les performances de vos applications et aussi optimiser leurs coûts. Je serai accompagnée de mon collègue Sébastien Alamand qui est Solution Architect expert en container et je suis Iman Zarwal, Technical Account Manager chez AWS. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Martinho Moreira, qui est Senior Cloud Engineer chez Voodoo, pour vous partager son retour d'expérience par rapport à l'implémentation et le déploiement de Carpenter au sein de son entreprise. Que cherchons-nous à faire? L'outil de mise à l'échelle de KS ou de Kubernetes a pour but d'adapter le provisionnement de vos nœuds à la charge de travail de votre application, et ce, dans les deux sens, à la hausse ou à la baisse. En zoomant un petit peu, et à mesure que le trafic de votre application augmente, le nombre de pods provisionnés augmente également. Il commence à se mettre sur des EC2 qui ont encore de la capacité. Mais à mesure que le nombre de pods évolue, les EC2 qui ont encore de la capacité vont arriver à leur limite à un certain moment. Et donc, les pods qui n'ont pas pu mettre sur de la capacité, qui n'ont pas pu se mettre sur de la capacité existante, ils vont passer en mode d'attente ou en mode pending en anglais. Historiquement, dans ce genre de situation, nous intégrions l'autoscaler de Kubernetes avec un ou souvent plusieurs autoscaling groups pour pouvoir provisionner des instances supplémentaires. C'était un processus lent, asynchrone, et menant des fois à des time-out avant même de pouvoir tester un nouveau autoscaling group. Carpenter permet de remplacer le cluster autoscaling et permet aussi de remplacer les autoscaling groups attachés à votre cluster. Carpenter, il interagit directement avec l'API EC2 Fleet de façon synchrone pour provisionner des instances EC2 pour votre cluster. De par cette différence de fonctionnement fondamentale, Carpenter est plus flexible, plus rapide, et il a un fonctionnement natif avec Kubernetes grâce au Custom Resource Definition et des notions comme le node pool ou le EC2 node class. Bien évidemment, l'autoscaling est le principal rôle de Carpenter, mais Carpenter, il ne fait pas que ça. Carpenter, il vous permet d'optimiser les coûts de vos clusters. Il supporte plusieurs types de workload, y compris le machine learning et l'IA génératif, et il vous permet également d'appliquer des upgrades ou d'appliquer des correctifs sur vos clusters. Tout au long de cette présentation, on va voir comment cela se fait grâce à Carpenter. Et en résumé, Carpenter, il vous permet une implémentation totale de votre data plane. Et vous avez accès à l'ensemble des instances proposées par EC2 avec Carpenter. Donc voici un exemple de node pool. Un node pool, c'est comme un objet Kubernetes où vous pouvez mettre des caractéristiques, des instances EC2 que vous voulez provisionner, ainsi que leur configuration. Donc vous pouvez indiquer dans ce node pool la volonté de provisionner des types d'instances ou des familles d'instances. Donc par exemple, dans cet exemple, on précise la volonté de provisionner des familles d'instances de type C5, M5 ou R5. Vous pouvez également faire le choix d'inclure ou d'exclure des types d'instances en particulier à travers des opérateurs tels que le not in ou bien les in. Donc, dans cet exemple, on fait le choix d'exclure des types d'instances de type nano, micro et small avec l'opérateur not in. Vous pouvez également utiliser des opérateurs tels que supérieur 1 ou inférieur 1. Vous pouvez faire le choix de partir sur la configuration par défaut de node pool, et dans ce cas-là, Carpenter, il va provisionner des instances qui sont compatibles avec votre pod definition. Vous pouvez également limiter le nombre de C2 à provisionner dans le node pool. Donc ici, dans l'exemple en bas, on limite le nombre de CPU à provisionner à 100, et donc ce node pool, il va continuer à provisionner des instances jusqu'à ce qu'il atteigne la limite de 100 vCPU.
Vous pouvez indiquer dans le node pool le choix d'utiliser des instances d'architecture CPU différentes, y compris les instances gravitants. Les instances gravitants sont intéressantes dans le sens où ils vous permettent à la fois de renforcer la performance de votre application, d'optimiser les coûts et d'utiliser moins d'énergie électrique. Donc, si on prend par exemple l'instance Graviton 2, les clients nous partagent avoir observé des gains de performance entre 30 et 40%, avec une réduction de coûts qui peut aller jusqu'à 20%. Et ces instances Graviton 2, ils utilisent 60% moins d'énergie par rapport à des instances équivalentes en performance. Juste une petite précision, pour les applications compilées, il faudra les recompiler pour pouvoir s'adapter à ce type d'instance. Et donc, nous recommandons que dans vos pipelines de création d'images, d'utiliser les deux types d'images qui soient adaptés à Graviton ou à x86. Parmi les options intéressantes de Carpenter, c'est la gestion des interruptions spot. Les instances spot, ce sont les instances de capacité en surplus d'AWS avec une réduction de coût qui peut aller jusqu'à 70% par rapport aux mêmes instances en mode on-demand. Les instances spot, ils sont les mêmes que les instances équivalentes en on-demand, à la différence qu'elles peuvent être retirées par AWS à tout moment, mais via un délai de prévenance de 2 minutes. Carpenter, il permet de gérer ces interruptions, puisque au moment où l'instance va être retirée par AWS, il aura l'information, il va provisionner une nouvelle instance, il va déplacer les pods de l'instance qui va être retirée sur cette nouvelle instance, et ainsi vous n'avez plus à mettre en place du monitoring ou des outils de gestion d'interruption spot. Carpenter, il va le faire à votre place. Avec Carpenter, vous avez aussi la flexibilité de choix de capacité de calcul. Donc, dans le node pool, vous pouvez indiquer la volonté de choisir des instances de type spot, on-demand, savings plan, des types d'instances d'architecture CPU x86 ou bien du Graviton. Et par exemple, dans ce cas de figure, nous avons indiqué la volonté d'utiliser des instances spot ou on-demand avec des instances x86 ou Graviton. Donc, ce qui va se passer dans cet exemple, c'est que Carpenter, il va provisionner une instance Graviton avec du spot en termes de charge type. Pourquoi? Parce que Carpenter, il va chercher d'abord à optimiser vos coûts. Supposons que vous avez contraint votre pod à utiliser des instances qui sont plus rares, comme par exemple les GPU. Dans ce cas-là, il se peut que Carpenter n'arrive pas à trouver ce type d'instance en mode spot. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va la provisionner en mode on-demand, puisque son rôle premier, c'est de fournir de la capacité pour absorber la charge de trafic de votre application. Au tout début de la présentation, j'avais indiqué que Carpenter, il est natif Kubernetes. Qu'est-ce que cela veut dire? À mesure que votre cluster évolue, il se peut que vous auriez la volonté d'utiliser des instances spécifiques ou des zones de disponibilité spécifiques. Pour faire cela, vous utilisiez des mécanismes tels que le sélecteur de nœuds, l'affinité des nœuds, les tâches et les tolérances, et puis les contraintes de propagation de topologie. Eh bien, Carpenter, il les respecte. Il respecte ces contraintes de planification de vos pods et il supporte l'ensemble des labels de Kubernetes, mais aussi d'autres labels qui sont propres à Carpenter lui-même. Regardons cela à travers un exemple. Donc ici, à gauche, j'ai un node pool où j'indique la volonté d'utiliser ou de provisionner des instances de type spot ou on-demand avec des instances de type x86 ou bien du Graviton. Donc, supposons que ce node pool, il a provisionné une instance spot avec du Graviton. Ce qui va se passer, c'est qu'il va rajouter ce label sur cette instance. Donc, il va rajouter le label des caractéristiques de cette instance avec cette instance. Et nous avons à droite un pod definition
qui va, une fois ce pod va être provisionné, il va se mettre sur cette instance, puisqu'on a la volonté de le mettre sur une instance de type spot. Qu'en est-il des annotations, des labels et des temps définis par les utilisateurs? Carpenter les supporte également. Donc, prenons cet exemple où on a notre pool à gauche. Donc, vous pouvez rajouter un label à votre node pool, comme celui-là, donc team 1. Ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez provisionner l'instance, ce label, il va rajouter à l'instance. Et vous pouvez indiquer le même label dans votre pod definition, et ce pod, quand il va être provisionné, il va se mettre sur cette instance. Donc, c'est une façon intéressante pour cloisonner les instances sur lesquelles les pods des différentes applications, des différentes équipes peuvent se mettre. J'avais indiqué aussi au début que Carpenter il vous permet également d'optimiser vos coûts. À mesure que votre cluster évolue, il se peut qu'il ressemble à quelque chose comme ça. Donc vous avez une première instance qui est très bien utilisée par les pods, une deuxième qui est moyennement utilisée, et puis les deux dernières qui sont sous-utilisées. Afin d'optimiser les coûts et donc utiliser mieux vos instances, vous pouvez activer la consolidation qui va vous permettre, à travers Carpenter, de positionner les pods des deux dernières instances qui sont sous-utilisées sur la deuxième qui est moyennement utilisée. Ainsi, vous aurez deux instances qui sont très bien utilisées. Et ainsi, vous allez pouvoir économiser les coûts des deux dernières instances qui ont été libérées par Carpenter. Imaginons par exemple cette situation où vous avez une première instance qui est très bien utilisée et puis les deux dernières qui sont sous-utilisées. Donc même si on déplace le dernier pod sur la deuxième instance va rester sous-utilisée. Carpenter, il est assez intelligent pour provisionner une autre instance plus petite, donc dans ce cas-là une M5 large, positionner les deux pods sur cette instance qui est plus petite et libérer l'autre instance, la M5X large, pour vous permettre encore plus d'optimiser vos coûts de votre cluster. Je passe maintenant la main à mon collègue Sébastien pour vous présenter une fonctionnalité intéressante de Carpenter qui est la gestion des drifts et aussi des démonstrations. Merci Iman. Bonjour à tous, je me présente donc Sébastien Lamant, je suis solution architecte spécialiste dans les technologies de containers pour AWS. Donc, je vais maintenant vous parler d'une fonctionnalité très intéressante de Carpenter qui est la notion de drift. Alors qu'est-ce que c'est que le drift? C'est être capable de détecter que ce qu'on veut déployer, donc notre intention de déploiement, ce qui est décrit dans notre node pool, est différente de ce qui est vraiment déployé dans le cluster, c'est-à-dire les instances qui sont actuellement déployées. Ici, on a un exemple de node pool dans lequel, effectivement, j'ai demandé une instance type de type M5.large. Donc, effectivement, Carpenter m'a provisionné une instance de type M5.large. Que se passe-t-il maintenant si je veux modifier ce node pool et que je veux demander non plus une M5.large, mais une C5.large? À partir de ce moment où je pousse ce fichier-là dans Kubernetes, Carpenter va détecter qu'il y a un drift. C'est-à-dire que ce qui doit déployer mon intention, qui est donc cette C5.large, est différente de la M5.large qui est déployée dans le cluster. Donc à ce moment-là, Carpenter va se mettre en action et va lancer le pod pour ma C5.large et faire un drain de mes pods qui sont sur la M5.large pour ensuite pouvoir les rescheduler sur la C5.large et ensuite libérer M5.large. Donc la notion de drift dans Carpenter vise effectivement à faire évoluer ce qui est réellement déployé dans le cluster pour que ça corresponde avec ce que j'ai envie de déployer. Ça peut aussi être utilisé dans le cas de mise à jour de cluster. Dans cet exemple-là, j'ai un cluster qui est en version 1.29. Et si je décide maintenant de faire une mise à jour de mon control plane en version 1.30, à ce moment-là, Carpenter va détecter qu'il y a une différence entre mes instances EC2 actuellement déployées, qui ont un kubelet qui tourne en version 1.29, par rapport effectivement à ce qui serait attendu, c'est-à-dire que les kubelets sont en version 1.30. À partir de là, si j'utilise en fait les IMAX standards optimisés par EKS, Carpenter va monitorer en fait un parameter store dans lequel effectivement il connaît les dernières versions de Kubernetes, des dernières versions de l'IMI utilisées pour Kubernetes, qui correspondent à la version de mon control plane. Donc là, il va récupérer la dernière version compatible pour Kubernetes 1.30
et il va détecter qu'il y a un drift, parce qu'actuellement, c'est des 1.29 qui sont déployés, et donc il va commencer effectivement à faire la consolidation, c'est-à-dire remplacer les instances 1.29 par des instances 1.30. Vous pouvez également le faire si vous utilisez vos propres IMI. À ce moment-là, ce sera à vous, effectivement, d'aller mettre à jour le node pool avec la nouvelle version d'IMI que vous pouvez faire. Effectivement, on recommande cette notion intégrée où c'est Carpenter qui va directement monitorer les différentes versions. Et si effectivement AWS pousse aussi un patch de sécurité sur l'IMI optimisé pour EKS, automatiquement Carpenter détectera que c'est plus la dernière version qui est déployée et fera effectivement un rolling upgrade des différentes instances. Donc tout ça, sans intervention, de manière sécurisée, Carpenter essaie toujours d'appliquer les dernières versions qui correspondent au control plane ou qui correspondent aux derniers patchs de sécurité qui ont été poussés par l'équipe. Alors quand on fait ça, il faut faire attention à quand même bien protéger les applications, parce qu'on a vu Carpenter à n'importe quel moment peut supprimer des instances, soit pour les mettre à jour, soit pour réduire les coûts. Et pour ne pas impacter les applications, il faut que les applications soient correctement architecturées avec de la haute disponibilité. Et dans Kubernetes, souvent, on utilise les pods distribution de budget pour faire en sorte de garantir de la disponibilité de nos applications. Dans cet exemple-là, je protège mon application MyApp avec un pod distribution de budget avec un max unavailable à 1. Ce qui veut dire qu'à un instant T, même si j'ai 3 ou 10, peu importe, j'autorise uniquement un seul de mes pods pour cette application MyApp à être indisponible. Donc si jamais Carpenter est en train d'exécuter un drift ou de faire une mise à jour, ou de réduire les coûts pour quelque chose, et qu'un de mes potes de MyApp est indisponible, il ne sera pas capable d'aller drainer un deuxième nœud sur lequel il y aurait mon application MyApp, parce qu'à ce moment-là, il violerait le pod distribution budget en ayant 2 pods indisponibles, alors que j'en autorise uniquement un seul. Dans d'autres cas, on a aussi des applications qu'on va vouloir lancer sur lesquelles on veut qu'elles aillent jusqu'au bout. Par exemple, des batchs qui ne peuvent pas être interrompus, sur lesquels on veut vraiment qu'ils aillent jusqu'au bout. Et à ce moment-là, on peut les protéger avec une annotation, donc le carpenter.sh do not disrupt, qui demandera en fait à Carpenter, ne touche pas les instances sur lesquelles tourne ce pod-là, parce qu'il doit aller jusqu'au bout. Une autre notion aussi, pour permettre de contrôler un petit peu quand est-ce que Carpenter va mettre à jour les nodes dans un cluster, on a cette notion de disruption et de budget. Donc c'est un peu l'équivalent du pod distribution budget au niveau des pods, sauf que cette fois-ci, ça va s'appliquer aux nodes. Et par exemple, dans cet exemple-là, sur notre node pool, je rajoute un budget de 20% des nodes. C'est-à-dire que sur mon cluster, Carpenter ne pourra pas bouger plus de 20% des instances EC2 à un instant T. Il devra attendre effectivement qu'elles soient toutes disponibles. Et si jamais le 20% serait plus de 5 instances, il se limitera à 5 instances parce que je l'ai positionné également. On peut également définir des fenêtres de temps. Donc ici, on a un schedule sur les heures ouvrables en semaine, en journée. Uniquement sur cette période-là, je lui demande de ne pas intervenir, parce que peut-être que j'ai beaucoup de workload sur cette partie-là, donc je ne veux pas qu'il intervienne, donc j'ai mis un node distribution à 0, et effectivement, on peut mettre plusieurs schedules différents en fonction de ce qu'on peut faire. Donc on peut contrôler à quel moment Carpenter va faire la distribution et le drift. Maintenant, je vais vous proposer une petite démonstration pour voir un petit peu comment fonctionne Carpenter. Donc là, j'ai découpé l'écran en différentes parties. Je ne sais pas si je peux zoomer. Donc, sur la première partie en haut, c'est un petit client K9S qui permettra en fait de voir les applications que je vais déployer dans le cluster. Sur la deuxième partie, c'est le EKS Node Viewer qui va permettre de voir en live les instances EC2 créées par Carpenter, ainsi que leur utilisation en termes de nombre de pods, utilisation en pourcentage de CPU de l'instance. Il permettra aussi de voir les coûts associés à chaque instance et les coûts de mon cluster. En bas à droite, on va voir les logs de Carpenter pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe quand il va prendre des actions. Et en bas à gauche, c'est le script de démonstration sur lequel on va dérouler les différentes actions. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas de déploiement, pas d'application. Du coup, je n'ai pas de node non plus déployé dans le cluster. Et je vais commencer par créer un petit node pool. Donc node pool s'appelle KubeCon 2024, avec des instances size où je refuse des instances de type nano micro. Je me demande des instances de type on-demand sur du x86. Maintenant, je vais appliquer un premier déploiement. Sur ce déploiement, ce qui est intéressant de voir, c'est que j'ai mis un topology spline constraint sur la zone. C'est-à-dire que je veux une instance dans chaque zone de disponibilité AWS. On peut voir effectivement que Carpenter a détecté que j'avais des pods approvisionnés. Il m'a lancé des instances. Et il m'a lancé 3 instances. J'ai lancé 3 pods. Il m'a lancé 3 instances, une dans chaque zone de disponibilité. Et on peut voir que c'est des petites instances de type T3.small. On peut voir le prix. Donc c'est des petites instances à 0,021 $.
Et là, le coût de mon cluster actuellement est de 46 $ par mois pour ces 3 petites instances. Donc on peut voir effectivement le coût sur l'interface. Maintenant, je vais scaler cette application. Donc là, pour l'instant, j'avais 3 pods. Je vais passer à 12 pods. Donc je vais demander plus d'instances. Encore une fois, Carpenter va respecter ma topologie. Donc il va me créer 3 instances dans les 3 zones de disponibilité. Et puisque j'ai cette fois-ci plus de pods à positionner, il va me mettre des instances plus grosses. Cette fois-ci, il a choisi des 2x larges sur lesquels je vais pouvoir mettre l'ensemble de mes pods supplémentaires. On peut voir qu'au bout d'en moyenne d'une 40-50 secondes, les instances sont disponibles, rejoignent le cluster et mes pods peuvent être schedulés dessus. Pour l'instant, je n'ai pas activé de consolidation, donc le cluster n'est pas, Carpenter ne va pas essayer d'optimiser les coûts. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je déploie une grosse application? Cette application a besoin de 16 CPU de mémoire, et donc pas disponible sur les instances que j'avais actuellement. Et c'est là une force de Carpenter, c'est qu'il est capable de s'adapter et de choisir la meilleure instance pour mon workload. Donc cette fois-ci, il va me trouver une instance de type 8x large, qui sera suffisamment large pour héberger à la fois mon pod en termes de réservation de CPU et de mémoire. Cette instance est forcément plus chère, et on voit que maintenant mon cluster coûte 2344 $ par mois, si jamais il est resté allumé comme ça pendant un mois entier. Maintenant, on va activer la consolidation. Donc pour activer la consolidation, je modifie mon node pool et je remplace le when empty par when underutilized. C'est-à-dire qu'il va pouvoir déplacer des instances quand elles sont sous-utilisées. À partir de ce moment-là, on voit que Carpenter détecte que j'ai des instances qui sont inutiles. Effectivement, mes T3.small, qui étaient dans les 3 zones de disponibilité, ne sont pas utiles. Donc il va pouvoir les supprimer et déplacer les pods sur les 2x larges qui étaient positionnés. À peu près toutes les 20 secondes, la boucle de réconciliation de Carpenter se met en route, et donc il va essayer d'optimiser le cluster à ce moment-là. On voit que maintenant, j'ai plus les petites, mais il me reste toujours une 2x large dans la zone 3A, et également ma 8x large. De la même manière, Carpenter va supprimer la 2x large, parce que les pods qui sont dessus peuvent être hébergés sur ma 8x large. Une fois qu'il a terminé ici, il continue ses boucles de réconciliation pour voir s'il peut optimiser le cluster, mais il n'y a plus d'optimisation à faire. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je veux activer les instances de type graviton sur mon node pool? Donc je modifie le node pool, je rajoute ARM64 pour pouvoir bénéficier des instances graviton. Et là, Carpenter va s'occuper du drift. Donc on voit qu'il a commencé à mettre un cordon sur les instances, donc on ne peut plus mettre de pods sur ces instances-là. En parallèle, il lance une nouvelle instance de type T4G 2x large, donc c'est une instance graviton sur du on-demand. Et une fois qu'elle est lancée et prête, il va déplacer les pods de l'ancienne instance sur la nouvelle. Une fois qu'il a fait ça pour une instance, il va effectivement regarder dans sa prochaine boucle de réconciliation est-ce qu'il peut encore optimiser le coût de mon cluster. Et de la même manière, il peut voir qu'il y a encore d'autres instances qu'il peut optimiser. Toujours en respectant les zones de placement, les topologies spread constraints, les affinités, anti-affinités. Si un pod a besoin d'un volume qui est dans une zone spécifique, Carpenter lui mettra effectivement l'instance dans la bonne zone. Donc il respecte toutes les contraintes de placement de Kubernetes. Une fois qu'il a terminé, on voit qu'on a quand même optimisé les coûts de notre cluster. On est passé maintenant à 1800 $ par mois. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin et on va activer les instances spot. Donc encore une fois, les instances spot vont être beaucoup moins chères, mais il y a une contrainte. Tous les workloads ne peuvent pas aller sur des instances spot. Pour activer les instances spot, donc je modifie le node pool, je spécifie on-demand et spot. Si j'ai on-demand et spot, par défaut, Carpenter essaye de me mettre du spot lorsque j'ai demandé une instance. Et comme l'a dit Iman, si j'ai pas de spot disponible, automatiquement, il va faire un fallback sur du on-demand et me mettre du on-demand. Par contre, plus tard, si jamais j'ai du on-demand et que j'ai de la capacité spot disponible, à ce moment-là, Carpenter va être capable de supprimer une instance on-demand et de me la remplacer par une instance spot parce qu'elle coûte moins cher. Donc avec sa fonctionnalité de drift. Et c'est ce qu'il est en train de faire. On voit qu'il est en train de me remplacer toutes mes instances on-demand par des instances spot, donc des instances spot de type graviton, parce que effectivement c'est encore moins cher que du type x86. Et là, on voit que rapidement, Carpenter optimise mon cluster en spot et va me libérer aussi la dernière 8x large. Et le coût de mon cluster vient de chuter, donc on était à 1800, on est passé à 400 $ par mois en basculant sur spot et simplement en rajoutant une ligne dans mon fichier de configuration. Une nouvelle feature de Carpenter qui a été incluse récemment est la possibilité de consolider des instances spot vers d'autres instances spot. Donc si je supprime mon pod, mon gros workload, donc mon pod avec 16 CPU,
Du coup, mon instance 8x large va se trouver sous-utilisée. Mais c'était une instance spot qui était sur du Graviton. Donc jusqu'à très récemment, Carpenter partait du principe qu'il ne pouvait pas avoir un meilleur prix que l'instance spot qu'il avait eu. Et si jamais j'ai suffisamment de diversification sur mes types d'instances, donc il faut au minimum 15 types d'instances disponibles, à ce moment-là, Carpenter va étudier et autoriser à essayer de trouver une instance de remplacement. C'est ce qui se passe ici. Donc cette fois-ci, il m'a trouvé une instance de type, je ne sais plus la nouvelle, laquelle c'est, une TKG 2x large, comme les autres. Et donc, il va me supprimer l'ancienne instance pour basculer sur ces nouveaux types d'instances-là. Et là, maintenant, on voit que le coût de mon cluster est passé à 200 $ par mois. Les instances spot, par contre, peuvent être interrompues. Donc, qu'est-ce qui se passe si je simule une interruption spot? Donc, on a un petit outil en ligne de commande qui s'appelle le EC2 Spot Interrupteur, qui me permet de choisir en fait une instance sur laquelle je vais simuler une interruption spot. Grosso modo, je vais demander à EC2 d'envoyer un signal d'interruption pour cette instance-là. Et donc, on peut voir que ce signal-là va être positionné sur les instances, mais Carpenter en fait est abonné à une queue SQS dans lequel en fait il va recevoir tous les messages d'interruption qui ont été émis par EC2. Et dès qu'il va voir ce message-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer un drain de l'instance pour le déplacer. Et en fait, une fois que les pods seront effectivement en pending, Carpenter va retrouver une instance de remplacement et déplacer mes spots. Et c'est mes pods, pardon. Et cette fois-ci, effectivement, on voit qu'il nous a trouvé une C6GN.2x large, donc une autre instance. Carpenter choisit toujours l'instance qui a le plus, ce qu'on appelle la plus grande capacité spot, donc le plus d'instances disponibles. Et parmi celles-là, il va prendre celle qui est le moins chère. Donc là, c'est celle qu'il a pris à cet instant-là. Et évidemment, si jamais je supprime mes workloads, une des fonctionnalités de Carpenter est vraiment d'optimiser les coûts. Donc dès que les instances sont plus disponibles, on voit que rapidement, il les tight, et dès qu'elles sont inutiles, il les delete. Là, il me reste encore une instance, la C6GN 2x large, et au bout de quelques secondes, effectivement, j'ai plus d'instance. Donc là, j'ai fait un scale down à 0, je paye plus d'instance EC2 pour mon cluster EKS. Donc, je vais passer maintenant la main à Martino Morera de Vodoo, qui va vous faire un petit retour d'expérience sur leur migration vers Carpenter et leur utilisation. Merci Sébastien. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Martino Morera, Senior Cloud Engineer chez Voodoo depuis 2 ans maintenant, au sein de l'équipe Infracore. Donc, notre rôle, c'est de gérer toute la partie cloud et du coup Cost Optim. Et c'est pour ça qu'on est passé sur Carpenter. Donc, un petit mot sur Voodoo, pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est un éditeur de jeux et d'applications mobiles. 3e éditeur sur l'App Store avec plus de 200 jeux et 7 milliards de téléchargements. Et on va jusqu'à 150 millions d'utilisateurs actifs par mois. En termes de chiffre d'affaires, on a fait 600 millions d'euros l'année dernière. On emploie 730 collaborateurs et nos plus grosses licences actuellement, c'est Blockjam et Mob Control, qui à eux deux rapportent plus de 100 millions d'euros par an. Donc n'hésitez pas à aller les télécharger si vous êtes un gamer. AWS et EKS chez Voodoo, qu'est-ce que ça veut dire? On a environ 14 comptes, un peu plus aujourd'hui en vrai, complètement managés avec Terraform, donc on fait tout as code, sur lesquels on a 37 clusters EKS. Historiquement, avec des managers de notre groupe et des instances fixes, des types d'instances fixes on demand, ce qui n'est pas hyper optimisé à l'époque. En termes de coûts, EC2 EKS représente 15% de nos coûts. 50% des ressources de nos EC2 ne sont pas tout le temps utilisées, parce qu'on a une activité qui est très cyclique chez Voodoo, avec beaucoup de jobs de machine learning, beaucoup de petits pods qui se lancent. Voilà. Et du coup, ça nous fait environ 50% en moyenne de compute non utilisé. Et on remarque que ce coût est en hausse constante, parce que l'activité de Voodoo augmente, parce qu'il y a de nouveaux projets qui se lancent. Et tout ça, ça nous a fait utiliser Carpenter et adopter Carpenter aujourd'hui. Un petit focus sur l'architecture EKS chez Voodoo, la façon dont on construit nos clusters. Donc, on a le control plane EKS de manière assez basique. On est réparti sur les 3 AZ sur EU West 1, sur Irlande. Historiquement, on a un autre groupe, un manager de notre groupe qu'on appelle Core, sur lequel on déploie tous nos opérateurs, nos pod systèmes, donc qui est contrôlé avec un ASG. Un deuxième, notre groupe monitoring, sur lequel on déploie nos applications de monitoring, contrôlé avec un ASG également, de manière assez classique, et un ou plusieurs notre groupes applicatifs sur lesquels on déploie nos workloads applicatifs. Ça, c'est la façon dont on construisait nos clusters en mode manager notre groupe.
Avec Carpenter, la différence, c'est qu'on va avoir l'opérateur sur notre Manage Node Group Core, qu'on a conservé, qui lui n'est pas passé en mode Carpenter. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on voulait conserver ça pour avoir vraiment le contrôle sur ces briques qu'on voulait tout le temps voir disponibles. Mais on n'exclut pas de passer ce node group sur Carpenter dans le futur. Et donc avec Carpenter, si on a besoin d'une instance EC2 pour du monitoring, elle va popper. Une deuxième instance pour une application, elle va être déployée à la demande. Si on a besoin de 2 ou X instances pour d'autres applications, elles vont arriver là où c'est le moins cher, là où il y a de la dispo. Et donc c'est beaucoup plus simple en termes d'architecture et beaucoup plus optimisé en termes de coût, comme vous l'avez vu dans les présentations précédentes. La mise en place de Carpenter chez Voodoo, comment ça s'est passé? Enfin, c'est plutôt les prérequis de la mise en place de Carpenter. Donc, comme on l'a vu, Carpenter gère ses interruptions spots avec une file SQS. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place avant la mise en place de Carpenter. Carpenter va aussi avoir besoin d'un rôle IAM pour pouvoir provisionner des EC2. Donc, il va falloir provisionner tout ça avant de mettre en place Carpenter. Autre point hyper important, c'est de bien taguer vos ressources, notamment tout ce qui est Security Group et Subnet, puisque Carpenter utilise des sélecteurs pour trouver où se mettre. Donc, hyper important de bien taguer ça, d'autant plus si vous avez plusieurs clusters sur le même compte. Il est important que le rôle IAM ne puisse faire des choses que sur son cluster, et donc ça, avec les tags, c'est primordial. Autre point qui a aussi été abordé par Sébastien, c'est le fait d'avoir des applications bien architecturées. Je reviendrai dessus d'ici quelques slides pour vous expliquer ce que ça veut dire pour nous avoir des applications bien architecturées. Et dernier point, c'est qu'on est passé de Terraform et Helm pour déployer nos node pools Carpenter, puisqu'on provisionne maintenant Carpenter non plus avec Terraform, mais avec du Helm, avec des charts Helm. Et dernier petit point hyper pratique, c'est le petit outil EKS Node Viewer, que vous avez vu dans la présentation de Sébastien, qui permet de bien contrôler les ressources qu'on utilise sur les nœuds, de voir le coût des nœuds en temps réel. Alors c'est le prix public, hein, donc c'est pas vraiment ce que vous allez payer, mais c'est hyper pratique pour voir des tendances et comment ça si on a bien sizé nos applications et nos nœuds. Et aussi, n'hésitez pas à activer le monitoring sur Carpenter. Il y a des dashboards dispo sur le GitHub de Carpenter, des dashboards Grafana, qui permettent d'avoir plein d'infos hyper intéressantes, comme le nombre de drifts, le nombre de consolidations, la répartition des pods, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ça en place avant de déployer vos workloads, ça vous facilitera la vie. Je coupe le suspense tout de suite et je vous montre ce que ça a donné chez Voodoo, la mise en place de Carpenter. Donc on a commencé le projet en novembre, je vous ai mis octobre pour avoir l'historique. Donc ça, c'est nos coûts EC2, les coûts EC2 de nos EKS. Et entre octobre et février, ça représente 40% de baisse. Donc c'est assez significatif. Qu'est-ce qui est inclus dans ces 40%? Ce n'est pas que Carpenter, c'est le fait aussi d'être passé en spot sur certains workloads, mais c'est facilité par Carpenter. Donc c'est hyper significatif cette baisse de coût, donc c'est pour ça qu'on en est hyper content. Donc Carpenter, chez Voodoo, le résultat, ça a été une mise en place en 3 mois. Donc on a commencé en novembre 2023, on a fait dev staging sur novembre-décembre, sachant que ce n'est pas 3 mois full-time, hein, c'est 3 mois cluster par cluster. Migrer un cluster, ça nous prend quelques heures. Donc voilà, et on a pris l'expérience sur dev staging et on a laissé passer les fêtes et on a fait la prod en janvier. Aujourd'hui, tous nos clusters utilisent Carpenter. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est passé en spot 100% sur dev et staging. Ça nous a facilité la gestion de nos clusters. On s'abstrait de tout ce qui est autoscaling, appel d'API sur AWS. Donc ça, c'est plutôt positif. On constate aussi un scale-up beaucoup plus rapide de nos nœuds. Ajouter un nœud sur Carpenter, ça prend entre 30 et 40 secondes, alors que ça pouvait être plusieurs minutes en mode manager notre groupe. Et on a aussi une beaucoup plus grande diversité d'instances. Parce qu'on profite, si on définit bien nos templates, on profite de nouveaux types d'instances qui arrivent automatiquement. On a des instances potentiellement dont on n'avait pas connaissance qu'on peut utiliser. Moi, j'ai découvert pas mal de types d'instances grâce à ça. Typiquement des instances Flex ou des instances Z. Donc, hyper utile aussi à ce niveau-là. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'applications bien architecturées. Donc là, je vais vous définir un peu plus ce que ça veut dire chez Voodoo. Et c'est des choses aussi qu'on a dû faire évoluer au sein de nos applications pour être complètement Carpenter compatible.
Tout d'abord, les node selectors, hyper important, de bien pouvoir définir sur quel nœud vos applications vont atterrir. Ça, je pense que c'est un passage obligé, vous l'avez sûrement déjà tous. Les pod description budget, aussi hyper important, parce que comme on l'a vu, Carpenter va souvent drift et consolider des nœuds. Donc vous allez avoir des pods qui se déplacent constamment. Donc si le fait de perdre un nœud fait du downtime sur vos applications, pensez à cette ressource. Les topologies spread constraints aussi, c'est quelque chose qu'on commence à mettre en place de plus en plus pour pouvoir bien répartir nos workloads sur les AZ, sur nos différents hosts aussi. Donc hyper important. Autre point qui est sûrement un des plus importants, c'est que Carpenter, pour définir le type de nœud qu'il va utiliser, se base sur les requests que vous définissez dans vos templates d'application. Donc une chose importante, souvent avec Carpenter, on conseille de mettre request égale limite. Et de bien comprendre comment fonctionnent vos applications, de bien savoir quelles ressources elles vont consommer, parce que c'est ça qui va définir quel type de nœuds vont être provisionnés. Et bien sûr, il faut des applications fault tolérantes à la panne, pour se dire, ben voilà, si un nœud est drift, eh ben, mon application est toujours dispo. S'il y a de la consolidation pour réduire les coûts, ça n'impacte pas mon application également. Quelques autres points de vigilance qu'on a constatés lors de la mise en place de Carpenter chez Voodoo. Tout d'abord, c'est que privilégiez vos savings plans et vos réservoirs d'instances. Si vous utilisez que des spots et que vous avez des réservoirs d'instances ou des saving plans, vous n'allez pas les consommer, du coup vous n'allez pas être opti au terme de coût. Donc n'hésitez pas à aller bien voir ça, à privilégier toujours les instances que vous payez constamment. Restez à jour au niveau de l'opérateur Carpenter, il y a des fonctionnalités qui arrivent régulièrement, les CRD qui changent, donc ça c'est aussi quelque chose d'hyper important. Privilégier des spots, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est beaucoup moins cher. Vous allez avoir par contre sûrement pas mal de travail d'évangélisation au sein de vos équipes pour expliquer que les spots, ce n'est pas problématique si les applications sont bien architecturées. Par contre, il y a des workloads qui ne sont pas adaptés. Les cron jobs très longs, qui mettent plusieurs heures, qui ne peuvent pas être interrompus, ne sont pas forcément à mettre sur des spots. Les applications stateful également, détacher, rattacher des PVC, ça peut prendre du temps, donc ça peut faire de l'indispo. Et également certaines applications qui peuvent être longues à démarrer parce qu'elles chargent un cache au démarrage, ce genre de choses. S'il y a des restarts fréquents de pod, ça peut poser problème. Donc étudiez bien ça, c'est quelque chose d'hyper important. Autre chose aussi, vous allez voir une baisse drastique de vos coûts, comme on l'a vu, sur EC2. Par contre, monitorez le reste de vos coûts. Le fait de drift et de consolider les nœuds régulièrement, ça va faire que peut-être vous allez consommer plus pour tout ce qui est détective ou le service config d'AWS. Nous, on a eu un cas chez Voodoo où on avait des applications déployées aux US, sur une région aux US, qui faisaient des pools d'images sur des ECR en Europe. Et le fait de faire tourner les nœuds régulièrement, ça faisait des pools beaucoup plus fréquents. Donc on a vu nos coûts de data transfert augmenter, donc ça se résout hyper facilement. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que les coûts ECD vont baisser. Il y a d'autres coûts à optimiser aussi à côté de ça. Et dernier point de vigilance, attention au mock d'IP. Encore une fois, c'est lié au fait que Carpenter va consolider et faire des drifts assez fréquents pour réduire vos coûts, pour être à jour au niveau de vos AMI. Si vos VPC ne sont pas assez bien sizés, vous allez peut-être manquer d'IP à un moment donné. Donc restez vigilants là-dessus. Je vous remercie d'avoir suivi ma présentation et je repasse le micro à Iman. Merci beaucoup Martinho pour ce témoignage super intéressant. Si vous aussi, vous souhaitez découvrir Carpenter, on vous a mis le lien vers le projet en open source sur GitHub. Si vous voulez aussi monter en compétence sur Carpenter, utiliser des workshops ou des formations, donc on vous a mis 2 liens de workshops et que vous pouvez accéder sur Internet en scannant ces QR codes. Juste pour préciser aussi, avec le EKS Blueprint, c'est une solution en Terraform dans laquelle en fait on déploie directement Carpenter sur une instance Fargate, donc il n'y a pas du tout de notre groupe. Et après derrière, on a des exemples de notre pool pour lancer. Et si vous avez des questions, je suis sur l'AWS Village toute la journée, donc c'est au premier étage en face de l'amphi, et on pourra dialoguer un petit peu plus. Et dernière chose, n'hésitez pas à partager votre feedback de la session en remplissant le survey. Donc vous pouvez aussi y accéder à travers ce QR code.
Et finalement, je vous souhaite un très bon summit à vous tous. Merci.